Chaque jour, notre esprit est submergé par des préoccupations, des attentes et des obligations qui compliquent inutilement notre existence. Face à ce tumulte, les enseignements de Marc Aurèle nous offrent une voie vers plus de clarté et de sérénité. À travers des principes simples mais puissants, le stoïcisme nous invite à recentrer notre attention sur l'essentiel et à alléger le poids du quotidien. Dans cette exploration, vous découvrirez 10 leçons inspirées de la sagesse de cet empereur philosophe. Chacune d'elles vous aidera à simplifier votre vie, à cultiver une paix intérieure durable et à affronter les défis avec plus de force et de lucidité. Préparez-vous à transformer votre regard sur le monde et sur vous-même. Avant de commencer, aime la vidéo et abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucun de nos nouveaux contenus. Leçon 1. Apprendre à ignorer les autres. Imagine que tu marches sur un sentier en montagne. Si tu passes ton temps à regarder ceux qui avancent plus vite ou ceux qui semblent prendre un chemin différent, tu trébucheras. Le stoïcisme nous rappelle une vérité simple. Ce qui compte, c'est ta propre route. Marc Aurèle lui-même écrivait « Ne perds pas ton temps à te préoccuper de ce que les autres font ou disent. Concentre-toi sur ta propre nature. » Ce n'est pas de l'égoïsme, mais de la sagesse. Les comparaisons sont des voleurs de joie. Quand tu mesures ta vie à celle des autres, tu deviens esclave de leur réussite, de leurs opinions, même de leurs échecs. Mais en réalité, leur parcours ne te concerne pas. Ce qui t'appartient, c'est ta manière de réagir, de progresser, de trouver ta propre version du bonheur. Le stoïcien ne se demande pas « Pourquoi eux et pas moi ?» Il se demande « Comment puis-je avancer aujourd'hui ?» Prenons un exemple concret. Si tu vois un collègue recevoir une promotion, tu as deux choix. Ruminer en te disant que c'est injuste ou te demander comment améliorer tes compétences. La première option t'épuise, la seconde te rend plus fort. Marc Aurèle disait qu'il faut transformer les obstacles en tremplins. Les autres ne sont ni des obstacles ni des modèles absolus. Ce sont simplement des passagers sur leur propre chemin. La paix intérieure commence quand tu arrêtes de chercher l'approbation constante. Combien de fois modifies-tu ton comportement parce que tu crains le jugement? Les stoïciens appellent cela l'opinion des morts. Des critiques qui n'ont aucun pouvoir réel sur toi. Si quelqu'un te méprise, en quoi cela change-t-il ta valeur? En rien. Ta force vient de ton indifférence envers ce qui ne dépend pas de toi. Un exercice puissant. À la fin de chaque journée, demande-toi, ai-je agi selon mes principes ou ai-je été distrait par le bruit des autres? Ce n'est pas facile, car nous sommes programmés pour chercher la validation. Mais chaque fois que tu résistes à cette tentation, tu construis une tranquillité d'esprit plus solide. Comme un arbre qui pousse droit sans se soucier des vents contraires. Les réseaux sociaux amplifient ce piège. On y voit des vies en apparence parfaites, et cela peut créer une frustration inutile. Mais souviens-toi, personne ne poste ses défaites, ses doutes, ses journées ordinaires. La comparaison n'est pas juste, car tu ne vois qu'une version édulcorée de la réalité. Le stoïcisme nous invite à fermer ces fenêtres virtuelles et à revenir à nous-mêmes. Quand tu te concentres sur ton propre parcours, tu deviens insensible aux distractions toxiques. Tu ne perds plus d'énergie dans les ragots, les rivalités ou les attentes des autres. À la place, tu cultives ce qui compte vraiment, tes actions, tes valeurs, ta croissance. C'est cela, la vraie liberté. Pas celle de plaire, mais celle de vivre en accord avec soi. Bien sûr, ignorer les autres ne signifie pas les mépriser. Les stoïciens prônent la bienveillance, mais sans se laisser perturber par ce qui échappe à leur contrôle. Si quelqu'un te critique, tu peux choisir d'écouter, si c'est constructif, ou de laisser couler, comme l'eau sur une pierre. Ta sérénité ne doit pas dépendre des caprices des autres. En fin de compte, c'est une question de priorité. Veux-tu passer ta vie à regarder dans l'assiette du voisin ou à savourer la tienne? Marc Aurèle résumait cela avec une métaphore, la vie est courte. L'essentiel est de bien user du présent, avec justice et modération. Ton temps est trop précieux pour le gaspiller en comparaison vaine. Alors, regarde devant toi et marche. Leçon 2. La réalité est façonnée par notre perception.
Prenons une situation simple, la pluie tombe. Pour certains, c'est une catastrophe qui gâche leur journée. Pour d'autres, c'est une bénédiction qui nourrit la terre. Le fait est le même, mais les réactions diffèrent. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'événement lui-même qui nous affecte, mais le sens que nous lui donnons. Comme le disait Marc Aurèle, tout dépend de notre jugement. Imagine deux personnes qui perdent leur emploi. La première voit cela comme un échec insurmontable, la seconde comme une chance de recommencer ailleurs. La différence ne réside pas dans les circonstances, mais dans leur manière de les interpréter. Les stoïciens insistent sur ce point. Nous ne pouvons pas toujours contrôler ce qui nous arrive, mais nous pouvons choisir comment y répondre. C'est là que réside notre véritable pouvoir. Les obstacles font partie de la vie, mais ils ne sont ni bons ni mauvais en soi. Tout dépend de l'usage que nous en faisons. Un échec peut être une leçon déguisée, une critique peut cacher un conseil utile, une difficulté peut renforcer notre caractère. Marc Aurèle lui-même transformait chaque épreuve en occasion de progresser. Au lieu de maudire les tempêtes, il apprenait à naviguer. Bien sûr, adopter une vision positive ne signifie pas nier la réalité ou refouler ses émotions. Il s'agit simplement de reconnaître que nos pensées colorent notre expérience. Si tu considères un problème comme une menace, il te paralysera. Si tu le vois comme un défi, il te motivera. Le même événement, deux réalités possibles. Laquelle choisis-tu de vivre? Pratiquer cette attitude demande de l'entraînement. Commence par des petites choses. Un retard, une remarque désagréable, un changement de plan. Au lieu de réagir avec irritation, demande-toi, comment puis-je tirer parti de cette situation? Peut-être que ce contretemps t'offre un moment de pause inattendu, ou que cette critique révèle une faiblesse à améliorer. Petit à petit, ton esprit deviendra plus flexible. Les émotions négatives sont souvent le résultat d'attentes irréalistes. Nous souffrons quand la réalité ne correspond pas à nos désirs. Mais si nous acceptons que les choses ne dépendent pas toujours de nous, nous réduisons nos frustrations. Un stoïcien ne dit pas « c'est horrible ». Il se demande « comment puis-je m'adapter ». Ce simple changement de perspective allège considérablement le poids des difficultés. Cette approche ne rend pas la vie parfaite, mais elle la rend plus gérable. Les problèmes ne disparaissent pas, mais ils perdent leur emprise sur notre bien-être. Nous devenons comme un roseau qui plie sous le vent mais ne rompt pas. La résilience n'est pas une absence de sensibilité, mais une capacité à rebondir grâce à la force de nos convictions. Marc Aurèle conseillait de se rappeler chaque matin que nous rencontrerions des gens difficiles et des situations ingrates. Cette préparation mentale permet d'aborder la journée avec calme plutôt qu'avec surprise ou colère quand les choses tournent mal. Anticiper les défis, c'est déjà commencer à les désamorcer. En fin de compte, la vie est un miroir. Elle reflète l'attitude que nous adoptons envers elle. Si nous cherchons le mal, nous le trouverons partout. Si nous cherchons des opportunités, elles se révéleront à nous. Le choix nous appartient chaque jour, chaque instant. Comme le disait le philosophe, le bonheur ne dépend pas des événements, mais de notre façon de les voir. Alors la prochaine fois qu'un obstacle se présentera, souviens-toi, ce n'est pas la situation qui compte, mais ce que tu décides d'en faire. Transforme tes perceptions, et tu transformeras ton expérience du monde. C'est peut-être la leçon la plus puissante que le stoïcisme ait à nous offrir. Leçon 3. Faire moins, mais mieux. Nous vivons dans un monde qui célèbre l'occupation constante, comme si être débordé était une médaille d'honneur. Pourtant, les stoïciens savent depuis longtemps que la vraie sagesse réside souvent dans l'art de soustraire plutôt que d'ajouter. Marc Aurèle ne passait pas ses journées dans une frénésie d'activité, mais choisissait avec soin où consacrer son énergie. Et si nous faisions de même? Prends un moment pour observer ta journée type. Combien de ces tâches apportent réellement de la valeur à ta vie? Combien sont faites par habitude, par pression sociale ou par peur de rater quelque chose? Le paradoxe moderne, c'est que nous avons plus d'outils pour gagner du temps que jamais, mais moins de temps libre que jamais. La solution ne serait-elle pas de faire moins, mais de le faire avec plus de présence et d'intention? Imagine ton esprit comme un jardin. Si tu plantes trop de graines trop près les unes des autres,
rien ne poussera correctement. Mais si tu sélectionnes quelques plantes essentielles et que tu en prends soin avec attention, elles s'épanouiront pleinement. C'est la même chose avec nos actions. Marc Aurèle rappelait que la perfection des choses réside dans leur simplicité. Quel soulagement ce serait de n'avoir que quelques priorités claires plutôt qu'une liste interminable d'obligations. La clé consiste à distinguer l'urgent de l'important. L'urgent crie, l'important chuchote. L'urgent exige une réponse immédiate, l'important porte ses fruits sur le long terme. Combien de fois avons-nous sacrifié ce qui compte vraiment pour ce qui semble pressé? Les stoïciens suggèrent de commencer chaque journée en se demandant « Quelles sont les 3 choses qui feront vraiment la différence aujourd'hui ?» Puis de s'y tenir, sans se laisser distraire. Cette approche transforme radicalement notre rapport au travail. Au lieu de mesurer notre valeur à notre niveau d'occupation, nous l'évaluons à la qualité de notre contribution. Un artisan ne compte pas le nombre de pièces qu'il produit, mais le soin qu'il met dans chacune. De même, nous devrions privilégier la profondeur à la surface, la maîtrise à la multiplicité. Après tout, comme le notait Marc Aurèle, peu de choses sont nécessaires pour vivre heureux. Appliqué à la vie quotidienne, ce principe libère un temps précieux. Temps pour réfléchir, pour être présent avec ses proches, pour prendre soin de soi. Quand nous arrêtons de courir après tout, nous découvrons l'espace pour apprécier ce que nous avons. Le minimalisme stoïcien n'est pas une privation, mais un moyen de faire de la place pour ce qui nourrit vraiment notre âme. Bien sûr, cette discipline demande du courage. Courage de dire non aux sollicitations inutiles, courage de résister à la tentation de tout faire, courage de paraître peu ambitieux aux yeux d'une société obsédée par la productivité. Mais comme le disait le philosophe, si tu veux être heureux, sois libre. Et la vraie liberté commence par se libérer du superflu. Un exercice pratique, pendant une semaine, note toutes tes activités. Puis classe-les en 3 catégories, essentielles, utiles et superflues. Le choc peut être révélateur. Souvent, nous découvrons que nous passons 80% de notre temps sur des choses qui contribuent peu à nos véritables objectifs. Le défi consiste alors à éliminer progressivement ces distractions pour concentrer nos forces sur les 20% qui font vraiment la différence. En adoptant cette philosophie du « moins mais mieux », nous retrouvons le contrôle de notre attention, cette ressource si précieuse. Nous devenons comme un archer stoïcien qui ne tire pas flèche après flèche au hasard, mais choisit avec soin ses cibles et y consacre toute sa concentration. Le résultat? Une vie moins encombrée, plus intentionnelle, et finalement plus riche de sens. Comme le résumait Marc Aurèle, la vie est suffisamment courte sans que nous la raccourcissions encore par nos propres gaspillages. En faisant moins mais mieux, nous ne perdons rien d'important. Au contraire, nous gagnons ce qui compte le plus, notre temps, notre énergie et la capacité de vivre pleinement chaque moment qui nous est donné. Leçon 4. Prendre conscience de sa mortalité. Il y a quelque chose de paradoxal dans la mort. Bien qu'elle soit la seule certitude de notre existence, nous faisons tout pour l'oublier. Pourtant, les stoïciens comme Marc Aurèle voyaient dans cette prise de conscience un outil puissant pour mieux vivre. Pense à ta mortalité chaque matin, conseillait-il, non pas pour nous plonger dans la peur, mais pour nous réveiller à l'essentiel. Imagine que tu tiens dans ta main une poignée de sable. Chaque grain qui tombe représente un jour de ta vie. Tu ne sais pas combien il en reste, mais tu vois ceux qui s'écoulent. Cette image n'est pas morbide, elle est libératrice. Car c'est précisément parce que notre temps est limité qu'il prend tant de valeur. Sans cette limite, nous remettrions toujours à demain ce qui mérite d'être vécu aujourd'hui. Combien de conflits insignifiants, de rançayures inutiles, de peurs démesurées disparaîtraient si nous gardions présente à l'esprit notre fragilité. Un exercice stoïcien propose d'imaginer regarder sa vie depuis son dernier jour. Que aurais-tu aimé faire différemment? Quels moments auront vraiment compté? Cette perspective brutale mais salutaire remet instantanément les priorités à leur place. Marc Aurèle écrivait « Tu pourrais quitter la vie à l'instant même. Que cela détermine tes actions, tes paroles et tes pensées. Quel changement opérerais-tu si aujourd'hui était ton dernier jour?
Peut-être arrêterais-tu de procrastiner ce projet qui te tient à cœur. Peut-être appellerais-tu cette personne que tu aimes sans oser le dire assez souvent. Peut-être cesserais-tu de te préoccuper de l'opinion de ceux qui ne comptent pas vraiment. Cette conscience n'a rien de morbide quand elle est bien comprise. Elle agit comme un filtre précieux. Ce qui semblait important hier perd soudain de son urgence, tandis que ce qui compte vraiment apparaît avec clarté. Les petites contrariétés s'évanouissent, les vraies joies prennent toute leur place. Comme un cadeau que l'on apprécie davantage quand on sait qu'il est éphémère. Pourtant, notre société fait tout pour nous détourner de cette réflexion. Nous sommes encouragés à accumuler, à consommer, à nous divertir sans fin, autant de façons de fuir cette vérité fondamentale. Les stoïciens proposent l'inverse, regarder la mort en face pour en faire une alliée. Car c'est elle qui donne sa saveur à la vie, son intensité à chaque instant. Pratiquer cette conscience ne demande pas de grands gestes. Il suffit de petites pauses dans la journée, devant un coucher de soleil, en serrant un proche dans ses bras, en savourant un repas simple. Se dire « ce moment est unique, il ne reviendra jamais ». Cette attention transforme le quotidien en une suite de petits miracles que nous avions cessé de voir. Bien sûr, cette pensée peut sembler lourde au premier abord. Mais comme le rappelait Marc Aurèle, la mort n'est rien pour nous. Ce n'est pas l'événement lui-même qui compte, mais ce que cette certitude change à notre manière de vivre aujourd'hui. Elle nous apprend à préférer la profondeur à la surface, l'authentique à l'artificiel, le durable à l'éphémère. Au final, prendre conscience de sa mortalité n'est pas une leçon sur la fin, mais sur l'art de bien commencer chaque journée. C'est un rappel que le temps est la seule richesse vraiment non renouvelable. Et que la meilleure façon d'honorer la vie, c'est de ne jamais oublier qu'elle nous est prêtée, non donnée. Alors, plutôt que de craindre cette échéance, utilisons-la comme une boussole. Quelles traces veux-tu laisser? Quelles expériences veux-tu avoir vécues? À qui veux-tu avoir montré ton amour? Ces questions, posées régulièrement, font de la mortalité non plus une ennemie, mais la meilleure des conseillères pour une vie pleinement vécue. Leçon 5. Découvrir sa force intérieure. Nous passons notre vie à chercher des solutions à l'extérieur, alors que la véritable force réside en nous depuis toujours. Les stoïciens comprenaient une vérité essentielle. Ce ne sont pas les circonstances qui nous définissent, mais la manière dont nous choisissons d'y répondre. Marc Aurèle ne priait pas pour une vie sans problème, mais pour la force de les surmonter. Et si nous adoptions cette même sagesse, pense à la dernière fois où tu as affronté une difficulté majeure. Sur le moment, cela a dû te sembler insurmontable. Et pourtant, tu es toujours là. Ce simple fait devrait te donner une immense confiance. Tu possèdes en toi des ressources bien plus grandes que tu ne l'imagines. Comme le dit un adage stoïcien, ce qui ne nous tue pas nous révèle à nous-mêmes. Chaque épreuve franchie est une preuve concrète de ta résilience. La vie ressemble parfois à un gymnase invisible où nous sommes soumis à des tests de résistance. Un licenciement, une rupture, une maladie. Ces expériences douloureuses sont aussi des occasions uniques de découvrir notre capacité à rebondir. Marc Aurèle comparait l'être humain à une lame qui a besoin de la pierre à aiguiser pour révéler son tranchant. Sans friction, pas de croissance. Sans résistance, pas de force. Imagine un arbre poussant dans une vallée abritée. Il grandit droit, mais ses racines restent superficielles. Le même arbre planté sur une colline exposée au vent développe un système racinaire profond pour résister aux tempêtes. Nos vies fonctionnent de la même manière. Ce sont précisément les défis qui nous obligent à développer des racines solides, une stabilité intérieure que rien ne peut ébranler. Cette perspective transforme complètement notre rapport aux difficultés. Au lieu de demander « pourquoi moi ?», nous pouvons apprendre à nous demander « qu'est-ce que cela m'apprend ?» Une critique devient une occasion d'amélioration. Un échec se transforme en leçon. Un rejet ouvre la voie à de nouvelles directions. Comme l'écrivait Marc Aurèle, l'obstacle devient la voie quand nous changeons notre regard. Bien sûr, cela ne signifie pas qu'il faut chercher la souffrance ou faire semblant que tout va bien quand ce n'est pas le cas. La force stoïcienne n'est pas dans le déni, mais dans l'acceptation lucide suivie d'une action constructive. Pleurer une perte,
puis se relever. Reconnaître sa peur, puis d'avancer malgré elle. C'est cette authenticité couplée au courage qui forge le caractère. Un exercice puissant consiste à revisiter tes anciennes épreuves. Que as-tu appris de chacune? Quelles qualités as-tu découvertes en toi? Comment t'ont-elles finalement rendu plus fort? Ce simple retour en arrière peut t'aider à affronter les défis actuels avec une nouvelle confiance. Après tout, si tu as surmonté cela, pourquoi pas ce qui vient? La véritable force intérieure n'est pas bruyante. Elle ne se vante pas, ne se compare pas. C'est une certitude tranquille, une conviction profonde que quoi qu'il arrive, tu trouveras en toi les ressources nécessaires. Comme un capitaine qui sait que son navire peut affronter la tempête parce qu'il a été testé en mer agitée. En cultivant cette approche, nous arrêtons d'attendre des conditions parfaites pour vivre pleinement. Nous comprenons que c'est précisément à travers les défis que nous grandissons le plus. Marc Aurèle nous rappelle que le feu éprouve l'or, l'adversité éprouve les hommes forts. Tes épreuves ne sont pas des punitions, mais des passages obligés vers la meilleure version de toi-même. Alors la prochaine fois que la vie te mettra à l'épreuve, souviens-toi, tu es en train de découvrir une partie de toi que tu n'aurais jamais connue autrement. Cette difficulté est le prix d'entrée pour une version plus forte, plus sage, plus résiliente de toi-même. Et cela, personne ne pourra jamais te le prendre. Leçon 6. Ne jamais se plaindre. Il y a une différence cruciale entre exprimer une difficulté et se complaire dans la plainte. La première est honnête, la seconde est stérile. Les stoïciens avaient compris que chaque minute passée à se plaindre est une minute volée à la recherche de solutions. Marc Aurèle ne gémissait pas sur son sort d'empereur, il agissait. Et si nous faisions de même dans nos vies quotidiennes? Observe autour de toi, les plaintes sont partout, comme une pollution sonore constante. Le temps qu'il fait, les embouteillages, le gouvernement, la malchance. Pourtant, remarque quelque chose d'étrange. Toutes ces plaintes n'ont jamais résolu un seul problème. Pire, elles créent une spirale négative qui nous enferme dans le rôle de victime. Chaque plainte est comme un clou qui enfonce un peu plus ce costume inconfortable. Le mécanisme est insidieux. Quand nous nous plaignons, notre cerveau renforce les connexions neuronales associées à la négativité. Plus on se plaint, plus on trouve des raisons de se plaindre. C'est un cercle vicieux que les stoïciens brisaient par une question simple. Cette plainte va-t-elle améliorer la situation? Si la réponse est non, et elle l'est presque toujours, alors elle ne mérite pas notre énergie. Marc Aurèle offrait une alternative puissante. L'obstacle à l'action devient l'action elle-même. Au lieu de maudire l'obstacle, utilisons-le comme tremplin. Un retard dans les transports, occasion de lire ou de méditer. Une critique injuste, opportunité de pratiquer l'indifférence au jugement. Un échec, leçon préciseuse déguisée. Cette alchimie transforme chaque problème en matière première pour grandir. Pratiquer cela demande une vigilance de chaque instant. Commence par observer tes propres plaintes, sans jugement. Combien sont répétitives? Combien portent sur des choses hors de ton contrôle? Petit à petit, remplace-les par des questions constructives. Que puis-je faire dans cette situation? Quelle part dépend de moi? Ce simple changement d'approche libère une énergie considérable. Certains objecteront que ne pas se plaindre, c'est refouler ses émotions. Erreur. Les stoïciens ne prônent pas l'absence d'émotions, mais leur maîtrise. Reconnaître une difficulté est sain, s'y installer est stérile. La différence est dans l'intention. Parles-tu pour avancer ou pour t'apitoyer? Cherches-tu une solution ou une consolation? Un exercice radical. Essaie pendant une journée entière de ne formuler aucune plainte, même mentale. Tu découvriras à quel point c'est difficile et révélateur. Chaque fois que la tentation survient, transforme-la en action, si minime soit-elle. Au lieu de te plaindre de ta charge de travail, établis des priorités. Plutôt que râler contre le bruit, trouve un endroit calme. Ce jeu transforme ta journée en une série de petites victoires. Les bénéfices sont immenses. Moins de stress, plus d'énergie disponible, une meilleure estime de soi. Quand on cesse de se plaindre,
on cesse de se positionner en victime des circonstances. On devient acteur de sa vie. Marc Aurèle notait que nous avons le pouvoir sur notre esprit, pas sur les événements extérieurs. Ce pouvoir, nous le gaspillons quand nous choisissons la plainte. Bien sûr, cela ne signifie pas devenir insensible ou nier les difficultés réelles. Il s'agit simplement de diriger notre attention vers ce qui peut être changé et d'accepter avec sérénité ce qui ne peut l'être. Cette frontière entre les deux est la clé de la tranquillité d'esprit. Au final, ne jamais se plaindre n'est pas une règle rigide, mais un idéal à viser. Chaque plainte évitée est une victoire sur soi-même, un pas vers la liberté intérieure. Comme le résumait Marc Aurèle, tu as le pouvoir de te libérer de tout ce qui trouble ton âme. Il suffit de voir les choses sous un autre angle. Et quel angle plus libérateur que celui qui transforme les problèmes en défis à relever? Alors la prochaine fois que la plainte montera à tes lèvres, souviens-toi, tu as toujours le choix entre alimenter le problème ou chercher la solution. L'un t'affaiblit, l'autre te fortifie. Lequel préfères-tu? La plainte agit comme une drogue subtile. Plus on s'y adonne, plus elle devient addictive. Elle crée l'illusion du soulagement, mais en réalité, elle ne fait qu'ancrer notre esprit dans l'impuissance. Les stoïciens comparaient cela à un navire qui tournerait en rond en pleine tempête au lieu de chercher le cap. Chaque fois que tu résistes à la tentation de te plaindre, tu reprends le contrôle de ta barre. C'est un acte de courage discret, mais profond. Marc Aurèle rappelait que notre vie est ce que nos pensées en font. Alors, pourquoi laisser les plaintes en définir la trajectoire? Imagine un jardinier qui passe ses journées à maudire les mauvaises herbes au lieu de les arracher. Son champ deviendra une jungle, non par manque de compétences, mais par excès de passivité. Nos esprits fonctionnent de la même manière. Les plaintes sont ces mauvaises herbes qui étouffent progressivement notre capacité à agir. Les stoïciens proposent une alternative radicale. Remplacer chaque « pourquoi moi ?» par un « comment maintenant ?» Ce léger décalage linguistique ouvre des portes là où la plainte ne montrait que des murs. Dans les relations sociales, la plainte est un piège redoutable. Elle crée des connivences factices, ces alliances de mécontentement où l'on se sent uni par une négativité partagée. Mais ces liens sont toxiques. Comme des nageurs qui s'accrocheraient les uns aux autres en pleine mer, ils finissent par se noyer ensemble. Les cercles stoïciens, eux, se renforcer en partageant des solutions, non des griefs. Si tu veux inspirer ton entourage, sois celui qui propose des pistes concrètes plutôt que des lamentations communes. Le corps lui-même réagit aux plaintes répétées. Des études en neurosciences montrent que le fait de ruminer des pensées négatives active les zones du stress et affaiblit le système immunitaire. À l'inverse, chercher activement des solutions stimule les réseaux de la créativité et de la résilience. Les anciens n'avaient pas besoin d'IRM pour le comprendre. Ils sentaient intuitivement que l'âme et le corps sont liés. Quand Épictète disait « supporte et abstiens-toi », il offrait une prescription pour la santé globale, pas seulement morale. Certains croient que se plaindre est une marque d'honnêteté intellectuelle, comme si nier les difficultés revenait à mentir. C'est confondre lucidité et passivité. Un stoïcien reconnaît parfaitement les obstacles. Il les examine froidement, comme un général étudie un champ de bataille. Mais son diagnostic ne s'accompagne jamais de gémissements, seulement de stratégie. Cette nuance fait toute la différence entre celui qui subit sa vie et celui qui la sculpte. Ta plus grande force réside dans ce moment où, face à un problème, tu choisis l'analyse plutôt que la plainte. Les enfants sont d'excellents professeurs en la matière. Observe comme un tout petit réagit quand il tombe. Son regard cherche immédiatement un adulte pour calibrer sa réaction. Si on s'affole, il pleure. Si on sourit, il se relève. Nous n'avons pas vraiment changé en grandissant. Nous continuons à chercher des reflets dans les réactions d'autrui. La société est cet adulte géant qui nous encourage à pleurer pour obtenir de l'attention. Rompre ce cycle demande de devenir son propre miroir bienveillant mais exigeant. La technologie moderne a amplifié ce phénomène. Les réseaux sociaux sont devenus des mégaphones à plainte, où l'on rivalise parfois de victimisation pour obtenir validation. Pourtant,
Chaque plainte publiée est un cadeau empoisonné. Elle attire peut-être des likes momentanés, mais elle grave un peu plus notre esprit dans une posture passive. Les stoïciens pratiquaient l'exact opposé. Ils tenaient des journaux intimes pour clarifier leurs pensées, non pour les exhiber. Essaie d'écrire ta prochaine frustration sur papier plutôt que sur les réseaux. Tu découvriras que le simple fait de la reformuler change déjà sa puissance. Dans le monde professionnel, la plainte est particulièrement pernicieuse. Elle crée des cultures d'entreprises toxiques où l'énergie se perd en commérages stériles. Pourtant, le même problème peut devenir un levier si on l'aborde différemment. Un collègue difficile, occasion de pratiquer la patience. Une tâche ingrate, exercice de discipline. Un échec, matière première pour l'innovation. Les leaders stoïciens ne nient pas les défis, ils les utilisent pour forger leur équipe. Si tu veux te distinguer, sois celui qui transforme les problèmes en projets. Quand la plainte devient une habitude, elle déforme même notre mémoire. Nous nous souvenons alors des événements passés à travers le filtre de nos récriminations, comme si toute notre vie n'avait été qu'une suite de désagréments. C'est un terrible gaspillage. Les exercices de gratitude stoïciens servaient précisément à contrebalancer cette tendance. Avant de dormir, au lieu de ressasser ce qui a mal été, demande-toi « Qu'ai-je appris aujourd'hui ? Quand ai-je été à la hauteur ?» Cette simple pratique rééquilibre progressivement ta vision du monde. Ultimement, ne jamais se plaindre ne signifie pas tout accepter sans réagir. C'est au contraire un appel à l'action authentique. L'indignation peut être noble quand elle débouche sur l'engagement. La critique constructive est nécessaire quand elle sert le progrès. La différence cruciale réside dans l'intention. Cherche-t-on à améliorer ou simplement à exprimer son mécontentement? Marc Aurèle gouvernait un empire en guerre tout en écrivant ses pensées pour rester aligné. À notre échelle, chaque fois que nous remplaçons une plainte par une action, même minuscule, nous devenons un peu plus empereurs de notre propre existence. Leçon 7. Accomplir sa mission envers l'humanité. Nous naissons tous avec une particularité unique, comme une pièce manquante dans le grand puzzle de l'humanité. Les stoïciens croyaient profondément que chacun d'entre nous a une mission spécifique à accomplir, non pour sa gloire personnelle, mais pour l'harmonie du tout. Marc Aurèle ne se considérait pas comme un empereur tout-puissant, mais comme un serviteur de Rome et de la nature humaine. Et si nous adoptions cette même humilité dans notre propre rôle? Trouver sa mission ne demande pas de gestes héroïques ni de talents exceptionnels. Parfois, elle se cache dans les actes les plus simples. Éduquer un enfant avec patience, créer quelque chose d'utile, aider un voisin dans le besoin. Ce qui compte, c'est l'intention derrière l'action. Comme le disait Marc Aurèle, ce qui n'est pas utile à la ruche n'est pas utile à l'abeille. Chaque petite contribution compte dans la grande toile de la société. Nos talents sont rarement ceux que nous imaginons. Un excellent cuisinier nourrit les corps et les cœurs aussi efficacement qu'un grand médecin. Un artisan habile apporte de la beauté au quotidien comme un artiste renommé. Le stoïcisme nous enseigne à chercher non pas la grandeur, mais l'utilité. Pose-toi cette question. Quelle est la chose que je fais naturellement bien et qui pourrait servir les autres? La réponse contient souvent les germes de ta mission. La société moderne nous pousse à chercher le succès personnel plutôt que la contribution réelle. Mais regarde autour de toi. Les personnes qui marquent véritablement les autres ne sont pas celles qui ont accumulé le plus, mais celles qui ont donné le mieux. Leur secret? Elles ont aligné leurs talents avec les besoins du monde. Comme un arbre qui donne naturellement ses fruits sans compter, elles accomplissent simplement ce pour quoi elles sont faites. Bien sûr, cette quête n'est pas toujours simple. Parfois, notre rôle nous semble trop modeste ou au contraire trop ambitieux. Les stoïciens suggéraient alors un exercice puissant. Imaginez le monde dans 100 ans. Toutes nos peurs de paraître insignifiants s'évanouissent alors. Ce qui reste, c'est la valeur intrinsèque de nos actions, indépendamment de leur échelle. Une vie bien vécue n'a pas besoin de témoins pour être valable. Marc Aurèle écrivait chaque matin pour se rappeler ses devoirs envers la communauté humaine. Nous pourrions en faire autant, à notre mesure. Avant de commencer la journée, demandons-nous «
Comment puis-je être utile aujourd'hui? Pas nécessairement par de grandes actions, mais par une écoute attentive, un travail bien fait, un sourire offert. Ces petits gestes sont les pierres avec lesquelles nous bâtissons notre héritage. Les obstacles à notre mission sont souvent intérieurs. Peur de l'échec, doute, paresse. Les stoïciens les voyaient comme des tests nécessaires. Un musicien ne maîtrise pas son instrument sans pratique, un athlète ne gagne pas sans entraînement. De même, accomplir sa mission demande de surmonter ses résistances. Chaque difficulté est là pour nous renforcer, pas pour nous arrêter. Certains jours, notre contribution semblera insignifiante. C'est normal. Imagine un immense tableau pointilliste. Chaque petite touche de couleur paraît dérisoire isolément, mais ensemble, elle crée un chef-d'œuvre. Ta mission, aussi modeste te paraisse-t-elle, est l'une de ces touches indispensables. Personne d'autre ne peut apporter exactement ce que toi seul peux donner. En fin de compte, accomplir sa mission n'est pas une destination, mais une manière de voyager. C'est trouver de la joie dans l'acte de servir, sans attente de récompense. Comme le disait Marc Aurèle, la récompense d'une bonne action, c'est de l'avoir faite. Quand nous agissons ainsi, nous ne faisons pas que trouver notre place dans le monde, nous aidons le monde à devenir un peu plus complet. Alors, plutôt que de te demander « quel est mon but dans la vie ?», essaie de chercher « où puis-je être utile aujourd'hui ?» Les réponses viendront naturellement, guide après guide. Et souviens-toi, la plus belle manière de se trouver soi-même, c'est encore de se perdre au service des autres. C'est là, dans cet équilibre entre don de soi et authenticité, que réside la véritable réalisation personnelle. Ta mission ne t'est pas assignée comme une tâche scolaire. Elle émerge progressivement de ton interaction avec le monde. Comme un sculpteur découvrant la forme cachée dans le marbre, tu dois à la fois écouter ce que la vie te montre de tes talents et observer où ils peuvent combler un manque. Les stoïciens parlaient de « suivre la nature », non pas la nature sauvage, mais ta nature profonde et son alignement avec le cosmos. Ce n'est pas une quête mystique, mais très concrète. Qu'est-ce qui te fait te sentir pleinement vivant tout en servant autrui ? La peur de se tromper de mission paralyse beaucoup d'entre nous. Et si nous avions mal interprété nos talents ? Et si notre contribution était inutile ? Ces doutes sont naturels, mais les stoïciens y répondaient par l'action. Mieux vaut servir imparfaitement que ne pas servir du tout. Marc Aurèle lui-même doutait souvent de sa capacité à bien gouverner, mais il agissait malgré tout, jour après jour. Ta mission n'a pas besoin d'être parfaite. Elle a juste besoin d'être authentique. Certains jours, ta contribution te semblera dérisoire face à l'immensité des problèmes du monde. Nourrir un sans-abri ne résoudra pas la pauvreté, consoler un ami n'éradiquera pas la solitude humaine. C'est oublier que l'océan est fait de gouttes d'eau. Les stoïciens voyaient la société comme un corps dont chaque membre a sa fonction. Le petit doigt ne fait pas moins partie de l'ensemble que le cœur. Ta mission, quelle qu'elle soit, participe à l'harmonie du tout. Les enfants comprennent instinctivement cette leçon. Observe comme ils veulent aider, même maladroitement, à préparer le repas ou bricoler. Cet élan naturel est souvent éduqué hors de nous. Retrouver sa mission, c'est en quelque sorte retrouver cette spontanéité du service. Non pas que puis-je en tirer, mais comment puis-je participer ? Les plus belles vocations naissent de cette curiosité généreuse plutôt que de calculs égoïstes. Ta mission évoluera avec le temps, et c'est bien ainsi. Le jeune homme sert différemment du vieux sage, la mère contribue autrement que la célibataire. Les stoïciens insistaient sur l'adaptation constante à son rôle du moment. Aujourd'hui, ta mission pourrait être d'apprendre, demain de transmettre. L'important est de rester aligné avec le présent plutôt qu'accroché à une identité figée. Comme un arbre qui donne des fruits différents selon les saisons tout en restant fidèle à sa nature. Les obstacles extérieurs, manque de ressources, opposition, échec, font partie intégrante de l'accomplissement de ta mission. Les stoïciens les comparaient au vent contraire qui permet au navire de prouver sa solidité. Un médecin dans une zone de guerre, un enseignant dans un quartier difficile, un artisan face à la standardisation. Leurs missions n'en sont que plus précieuses parce que difficiles. Ce qui compte n'est pas les conditions,
mais ta persévérance à servir malgré tout. Parfois, accomplir sa mission demande de décevoir certaines attentes sociales. Quitter un poste prestigieux pour un travail plus modeste mais plus utile, refuser une promotion qui éloignerait de sa vocation, choisir la simplicité plutôt que l'accumulation. Ces choix courageux sont des tests stoïciens par excellence. Comme le rappelait Marc Aurèle, il est ridicule de préférer être loué par autrui plutôt que de devenir ce que tu dois être. Ta mission ne sera peut-être jamais reconnue officiellement, et c'est sans importance. Dans les catacombes de Rome, on trouve des tombes de simples esclaves marquées « Il a bien joué son rôle ». Cette épitaphe stoïcienne résume tout. Ce n'est pas le prestige du rôle qui compte, mais la manière dont on l'interprète. Le plus humble des services, fait avec intégrité, participe autant à l'harmonie universelle que les actions les plus visibles. Les jours de doute, rappelle-toi cette image. Des millions d'abeilles travaillant ensemble sans se connaître, chacune suivant sa petite mission instinctive et créant ainsi le miracle de la ruche. Ton rôle dans la grande ruche humaine peut te sembler insignifiant, mais il est indispensable à l'ensemble. La nature ne fait pas d'erreur en assignant ses missions. C'est notre jugement humain qui les classe en importantes ou non. Enfin, souviens-toi que trouver et accomplir sa mission est un processus continu, pas une révélation soudaine. Comme un arbre qui grandit à la fois vers le ciel et vers ses racines, tu découvriras ta place dans le monde en agissant autant qu'en méditant. Commence petit, aujourd'hui même, par un acte de service authentique. Puis un autre demain. C'est dans cette constance que se révèle progressivement le motif de ta vie, comme une fresque qui apparaîtrait touche après touche. Leçon 8. Pratiquer l'empathie active. Écouter vraiment quelqu'un, ce n'est pas juste attendre son tour pour parler. C'est se mettre à sa place, ressentir ce qu'il vit, sans juger. Les stoïciens croyaient que comprendre les autres est une force, pas une faiblesse. Marc Aurèle lui-même disait qu'il fallait écouter comme si chaque parole venait d'un être cher. Pas pour répondre, mais pour comprendre. L'empathie, ce n'est pas de la sympathie. On ne verse pas dans la pitié, on ne donne pas de conseils trop vite. On observe, on accueille, on reconnaît ce que l'autre ressent. Imagine un ami en colère. Au lieu de lui dire « calme-toi », demande-toi pourquoi cette émotion l'habite. En le faisant, tu crées un lien plus profond. Les relations se brisent souvent parce qu'on écoute mal. On interrompt, on minimise, on compare. Moi aussi, j'ai vécu pire. Le stoïcisme nous rappelle que chaque personne mérite d'être entendue pleinement. Comme le disait Épictète, nous avons 2 oreilles et une bouche pour écouter 2 fois plus que nous parlons. Agir avec bienveillance, c'est l'étape suivante. Comprendre ne suffit pas. Il faut parfois un geste, une présence, un silence qui soutient. Marc Aurèle écrivait « Ce qui nuit à la ruche nuit à l'abeille ». Aider les autres, c'est aussi nous aider nous-mêmes. La coopération naît quand on se sent compris, pas seul face à ses problèmes. Pratiquer l'empathie demande de la discipline. Nos pensées vagabondent, notre ego veut prendre la place. Mais en nous entraînant, nous devenons plus patients, plus attentifs. Un exercice simple, lors d'une conversation, concentre-toi uniquement sur ce que dit l'autre, sans préparer ta réponse. Tu verras comme les échanges deviennent plus riches. Les conflits diminuent quand l'empathie grandit. Au lieu de voir l'autre comme un adversaire, on le voit comme un humain, avec ses peurs et ses raisons. Même dans un désaccord, on peut dire « Je vois que ce sujet te touche. Explique-moi pourquoi ». Cette approche désamorce bien des tensions. La vraie écoute est rare, donc précieuse. Combien de fois as-tu l'impression que quelqu'un ne te voyait pas vraiment? En offrant cette attention aux autres, tu deviens une exception. Et paradoxalement, plus tu donnes de l'empathie, plus tu en reçois en retour. Attention, empathie ne veut pas dire tout accepter. On peut comprendre sans être d'accord. Les stoïciens distinguaient clairement compassion et complaisance. Tu peux écouter une personne toxique, puis choisir de t'éloigner si nécessaire. La sagesse, c'est de doser. Au quotidien, l'empathie change tout. Un collègue stressé, au lieu de râler, demande-lui comment l'aider. Un inconnu triste,
Un simple regard bienveillant peut illuminer sa journée. Ces petits actes construisent un monde moins froid. Marc Aurèle le savait, la joie des hommes dépend les uns des autres. Enfin, n'oublie pas de t'écouter toi aussi. Le stoïcisme n'est pas du sacrifice aveugle. Comprendre tes propres émotions te rend plus apte à comprendre celles des autres. Comme le disait Sénèque, personne ne peut donner ce qu'il n'a pas. Alors, commence par toi-même, puis rayonne. Quand tu pratiques l'empathie, tu développes une qualité rare, la présence. Être présent, c'est donner à l'autre l'espace pour exister pleinement, sans distraction. Combien de conversations sont gâchées parce qu'on regarde son téléphone ou qu'on pense à autre chose? Les stoïciens parlaient de l'attention totale, un cadeau bien plus précieux que des mots. Marc Aurèle rappelait que chaque rencontre est une opportunité d'apprendre ou d'aider. Alors, la prochaine fois que quelqu'un te parle, essaie de vraiment être là, comme si rien d'autre ne comptait. L'empathie, c'est aussi savoir poser les bonnes questions. Au lieu de demander « ça va », de manière automatique, essaie « qu'est-ce qui te préoccupe en ce moment ?» Une question ouverte invite l'autre à partager ce qui compte vraiment. Les stoïciens utilisaient le dialogue pour creuser sous la surface des apparences. Ils savaient que derrière une colère, il y a souvent de la peur, et derrière une indifférence, de la tristesse. En t'intéressant sincèrement, tu découvres des vérités cachées. Parfois, l'empathie exige de se taire. Les mots peuvent étouffer une émotion plutôt que l'apaiser. Imagine quelqu'un qui pleure. Un silence chaleureux vaut mieux qu'un « ne pleure pas maladroit ». Les anciens sages disaient que le silence est la toile sur laquelle l'âme peint ses couleurs. En laissant à l'autre le temps de s'exprimer à son rythme, tu lui permets de se sentir en sécurité. C'est dans ces moments que la confiance se construit, pierre par pierre. L'auto-empathie est tout aussi cruciale. Comment comprendre les autres si tu ne te comprends pas toi-même? Prends le temps de décrypter tes propres émotions sans jugement. Si tu te sens irritable, demande-toi quel besoin n'est pas satisfait. Les stoïciens pratiquaient l'introspection quotidienne pour mieux gérer leurs réactions. Marc Aurèle tenait un journal précisément pour cela. En t'observant avec bienveillance, tu deviens plus apte à offrir cette même bienveillance aux autres. L'empathie transforme les conflits en opportunités. Au lieu de voir une dispute comme une bataille à gagner, voilà comme une chance de mieux connaître l'autre. Dis-moi pourquoi ce point est si important pour toi et bien plus puissant que tu as tort. Les stoïciens croyaient que chaque désaccord cache un malentendu ou une blessure. En cherchant ce qui se cache derrière les mots, tu changes un adversaire en allié. Dans un monde hyperconnecté, l'empathie est une rébellion. Nous avons des centaines d'amis en ligne, mais combien de conversations profondes? Les stoïciens vivaient dans un empire vaste et divers, tout comme nous. Leur secret? Ils privilégiaient la qualité des liens à la quantité. Une discussion face à face, un regard attentif, une écoute sans distraction. Voilà des actes révolutionnaires aujourd'hui. L'empathie demande du courage. C'est plus facile d'ignorer la souffrance des autres, de dire « ce n'est pas mon problème ». Mais les stoïciens enseignaient que nous sommes tous membres d'une même humanité. Quand tu tends la main à quelqu'un, tu renforces ce lien invisible. Marc Aurèle écrivait « Ce qui ne sert pas à la ruche ne sert pas à l'abeille ». Chaque acte de compréhension ajoute une pierre à l'édifice commun. Attention au piège de l'empathie. Certains s'épuisent à porter les émotions des autres au point de s'oublier. Les stoïciens parlaient de la juste distance. Comprendre sans se noyer, aider sans se sacrifier. Si un ami traverse une tempête, tu peux lui prêter ton parapluie sans prendre sa pluie. C'est la différence entre compassion et fusion. Protège ton énergie pour être utile sur la durée. L'empathie s'étend même à ceux qui nous irritent. Le voisin bruyant, le collègue critique. Au lieu de râler, demande-toi, quelle peur ou quelle insécurité guide son comportement? Les stoïciens pratiquaient l'exercice de voir l'âme de l'autre. Derrière les actes, chercher l'humain vulnérable. Cela ne veut pas dire tout excuser, mais choisir la réponse plutôt que la réaction. Un jour, c'est toi qui auras besoin de cette indulgence. Enfin,
L'empathie est un muscle qui se travaille. Commence petit. Aujourd'hui, écoute un inconnu, le caissier, un voisin, comme si c'était la personne la plus importante du monde. Demain, écris un message sincère à un ami en difficulté. Les stoïciens croyaient que la vertu se cultive par l'action. Chaque geste compte. Comme le disait Sénèque, aucun vent n'est favorable pour celui qui ne sait pas où il va. L'empathie, c'est ce vent qui nous relie tous. Leçon 9. Cultiver la tranquillité d'esprit. La tranquillité d'esprit ne vient pas du hasard ou de circonstances parfaites. C'est un choix, une discipline que l'on cultive chaque jour. Les stoïciens comprenaient que le calme intérieur n'est pas l'absence de tempête autour de nous, mais la capacité à rester centré malgré elle. Marc Aurèle, face au tumulte de l'Empire, écrivait « Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela, et tu trouveras la force. » Trop souvent, nous gaspillons notre énergie à vouloir contrôler l'incontrôlable. Le passé, les opinions des autres, les circonstances extérieures. C'est comme essayer d'arrêter la pluie en criant après les nuages. Le stoïcisme nous enseigne à distinguer clairement ce qui dépend de nous, nos jugements, nos valeurs, nos actions, et ce qui n'en dépend pas. Cette simple distinction change tout. Les distractions modernes sont les nouveaux ennemis de notre paix intérieure. Notifications, médias anxiogènes, sollicitations permanentes. Nous vivons dans un monde conçu pour capter notre attention. Pourtant, comme le disait Sénèque, ce n'est pas que nous avons peu de temps, c'est que nous en perdons beaucoup. Réapprendre à être présent à soi-même est un acte révolutionnaire aujourd'hui. La pratique du détachement ne signifie pas devenir indifférent. Il s'agit plutôt de ne pas laisser nos émotions être prises en otage par ce qui nous échappe. Imagine que tu es un rocher au bord de la mer. Les vagues, les événements extérieurs, viennent frapper sans cesse, mais tu restes immobile. Cette image, chère aux stoïciens, illustre bien la force tranquille qu'on peut développer. Quand un problème survient, pose-toi cette question stoïcienne. Est-ce que cela dépend de moi? Si oui, agis. Sinon, accepte. Cela semble simple, mais c'est incroyablement puissant. Combien de stress pourrions-nous éviter en appliquant ce seul principe? Marc Aurèle rappelait que la souffrance vient souvent de notre résistance à ce qui est inévitable. La respiration est un outil précieux pour retrouver le calme. Les stoïciens pratiquaient déjà ce que nous appelons aujourd'hui la pleine conscience. Quand tu te sens submergé, arrête-toi un instant. Inspire profondément en comptant jusqu'à 4, retiens ton souffle, puis expire lentement. Ce petit exercice ramène ton esprit dans le moment présent, loin des tourments inutiles. Nos jugements déterminent notre paix intérieure. Deux personnes peuvent vivre le même événement, un retard de train par exemple, et réagir complètement différemment. L'une s'énerve, l'autre profite de ce temps imprévu pour lire. La différence? Leur perception de la situation. Comme le disait Épictète, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les opinions qu'ils en ont. Cultiver la tranquillité demande de la pratique quotidienne. Commence par de petits moments de silence chaque jour. 5 minutes sans écran, sans lecture, sans distraction. Juste toi et tes pensées. Petit à petit, tu développeras ce que les stoïciens appelaient l'ataraxie, cette paix intérieure qui résiste aux perturbations extérieures. Attention à ne pas confondre tranquillité et passivité. Le stoïcisme n'est pas une philosophie de résignation. C'est au contraire un appel à agir sur ce que nous pouvons changer, tout en acceptant avec grâce ce que nous ne pouvons modifier. Cette distinction subtile fait toute la différence entre sagesse et fatalisme. Enfin, rappelle-toi que la tranquillité est contagieuse. En cultivant ton calme intérieur, tu deviens une île de sérénité pour ceux qui t'entourent. Marc Aurèle notait dans ses pensées « Quel privilège d'être capable de ne pas laisser les comportements des autres détruire sa propre paix. » Dans un monde agité, ton calme peut être ton plus beau cadeau aux autres. La tranquillité commence par une prise de conscience. Nous ne sommes pas obligés de réagir à tout ce qui se présente. Entre un événement et notre réponse, il existe un espace, parfois infime,
où réside notre liberté de choisir. Les stoïciens travaillaient à élargir cet espace par l'entraînement mental. Imagine qu'on t'insulte. Tu peux répondre par la colère ou choisir de ne pas laisser ces mots t'atteindre. Ce pouvoir de sélection est la base de la paix intérieure. Notre environnement moderne est conçu pour créer de l'agitation mentale. Les informations anxiogènes, les réseaux sociaux qui suscitent la comparaison, le rythme effréné. Tout cela conspire contre notre tranquillité. Pourtant, comme le remarquait Sénèque, personne n'est pris dans la tempête s'il ne quitte pas le port. Apprendre à se déconnecter régulièrement est devenu un acte de sagesse stoïcienne moderne. La nature peut être une grande enseignante de tranquillité. Observe un arbre lors d'une tempête. Ses branches peuvent ployer, mais ses racines restent fermes. Les stoïciens trouvaient dans la contemplation de la nature des leçons pour l'âme humaine. Passer du temps dans un parc, près de l'eau, ou simplement regarder le ciel peut nous recentrer sur l'essentiel et nous rappeler notre petite place dans l'univers. Le matin est un moment privilégié pour établir son calme intérieur. Marc Aurèle commençait ses journées par des méditations préparatoires. Il anticipait les difficultés possibles et se rappelait comment il voulait y répondre. Cette pratique nous permet d'aborder la journée avec plus de sérénité, au lieu de nous laisser emporter par le flot des événements. Nos attentes sont souvent les ennemis de notre paix intérieure. Quand nous imaginons comment devrait être notre vie, nos relations ou notre travail, nous créons des sources potentielles de frustration. Les stoïciens recommandaient de distinguer nos désirs de nos besoins réels. En acceptant que la réalité puisse différer de nos espérances, nous nous épargnons bien des tourments inutiles. Le langage que nous utilisons influence notre état d'esprit. Remplace « je dois » par « je choisis ». C'est une catastrophe par « c'est une difficulté ». Je ne supporte pas par « je préférerais que ». Ces reformulations simples, inspirées par la thérapie cognitive moderne, elle-même influencée par le stoïcisme, peuvent transformer notre expérience du monde et augmenter notre résilience. La gratitude est une alliée puissante de la tranquillité. Chaque soir, les stoïciens pratiquaient l'examen de conscience en notant non seulement ce qu'ils avaient amélioré, mais aussi ce pourquoi ils étaient reconnaissants. Cette habitude déplace naturellement notre attention vers ce qui va bien, créant un terrain fertile pour le contentement et la paix intérieure. La pratique de l'amor fati, l'amour du destin, est peut-être l'outil stoïcien le plus puissant pour la tranquillité d'esprit. Il s'agit non seulement d'accepter ce qui arrive, mais de l'embrasser comme si on l'avait choisi. Ce changement de perspective radicale transforme les obstacles en opportunités et les échecs en leçons. Comme le disait Marc Aurèle, l'obstacle devient la voie. La tranquillité n'est pas un état permanent. Même les plus grands sages connaissent des moments de trouble. L'important est de reconnaître ces perturbations sans s'y attacher, comme on observe des nuages passer dans le ciel. Les stoïciens parlaient de « revenir à soi » comme pratique fondamentale. Chaque fois que tu te surprends à être agité, considère cela comme une invitation à revenir à ton centre. Enfin, partage ta tranquillité. Dans un monde agité, un regard calme, une parole mesurée, une présence apaisante peuvent avoir un impact bien plus grand qu'on ne l'imagine. Les stoïciens voyaient cela comme un devoir, cultiver sa paix intérieure non seulement pour soi, mais comme contribution à l'harmonie collective. Après tout, comme le disait Sénèque, aucun vent n'est favorable pour celui qui ne sait pas où il va. La tranquillité d'esprit est ce phare intérieur qui nous guide, ainsi que ceux qui croisent notre route. Leçon 10. Transformer les obstacles en opportunités. La vie nous lance constamment des défis, mais savais-tu que chaque problème cache un cadeau? Les stoïciens voyaient les obstacles comme des professeurs déguisés. Marc Aurèle écrivait « L'obstacle devient la voie ». Cette simple phrase change tout. Au lieu de maudire ce qui nous bloque, nous pouvons l'utiliser pour avancer. Imagine un rocher sur ton chemin. Tu peux pleurer parce qu'il est là, ou t'en servir comme marchepied pour voir plus loin. Quand un problème surgit, pose-toi cette question stoïcienne. Qu'est-ce que cette situation m'apprend? Un échec professionnel peut révéler une nouvelle direction. Une dispute montre où travailler notre patience. Une maladie nous enseigne à apprécier la santé.
Rien n'est purement négatif si nous changeons notre regard. Comme le disait Épictète, ancien esclave devenu philosophe, ce qui nous trouble, c'est notre jugement sur les choses. Les plus grandes réussites naissent souvent des plus gros obstacles. Pense à un muscle, il ne se développe qu'en résistant au poids. Notre caractère fonctionne de même. Les stoïciens pratiquaient même des exercices volontaires de privation pour se renforcer. Tu ne dois pas chercher les problèmes, mais quand ils viennent, rappelle-toi qu'ils sculptent ta force intérieure. Marc Aurèle, empereur confronté à d'immenses défis, disait « Le feu éprouve l'or, l'adversité éprouve les hommes forts ». Notre pouvoir réside dans notre interprétation. 2 personnes perdent leur emploi. L'une voit la fin du monde, l'autre une chance de recommencer. La réalité est la même, mais leur expérience diffère totalement. Les stoïciens enseignaient que nous ne contrôlons pas les événements, mais toujours notre réaction face à eux. C'est cette liberté intérieure que personne ne peut nous prendre. La pratique de l'amor fati, aimer son destin, est un outil puissant. Au lieu de subir ce qui arrive, embrasse-le comme si tu l'avais choisi. Ce changement mental transforme l'adversité en allié. Un retard de train, occasion de lire. Une trahison, leçon sur qui mérite ta confiance. Comme le disait Sénèque, les difficultés sont des occasions de se surpasser. Les obstacles révèlent notre vraie nature. Dans le confort, il est facile de paraître sage. Mais c'est dans la tempête que se montre notre caractère. Les stoïciens comparaient la vie à une épreuve sportive où chaque défi nous fait progresser. Ton pire moment pourrait bien être celui qui te rend le plus fier plus tard, quand tu verras comment tu as grandi grâce à lui. Attention au piège du « quand je serai heureux », quand j'aurai cet emploi, quand je rencontrerai l'âme sœur. Cette mentalité reporte toujours le bonheur à plus tard. Les stoïciens enseignent à trouver la valeur dans le processus lui-même. L'obstacle n'est pas ce qui empêche le bonheur, il en fait partie intégrante. Le grimpeur n'attend pas le sommet pour apprécier l'ascension. Transforme tes épreuves en histoires inspirantes. Les stoïciens tenaient des journaux pour réfléchir à leurs expériences. Essaie ceci, chaque soir, note un défi de la journée et ce qu'il t'a appris. En quelques semaines, tu verras tes problèmes sous un nouveau jour, non plus comme des ennemis, mais comme des guides. Marc Aurèle a laissé ses « pensées pour moi-même », montrant comment il transformait ses luttes en sagesse. Enfin, partage tes leçons. Quand tu surmontes un obstacle, ton expérience peut éclairer d'autres. Les stoïciens voyaient cela comme un devoir, aider les autres avec ce que nous avons appris dans nos difficultés. Ainsi, ce qui était d'abord un fardeau devient un cadeau pour toi et ton entourage. Comme le dit un proverbe stoïcien, ce qui nous fait plier nous redresse plus fort. La première réaction face à un obstacle est souvent émotionnelle, colère, peur ou découragement. Les stoïciens recommandaient de créer un espace entre ce choc initial et notre réponse. Imagine une tempête en mer. Les premières vagues sont violentes, mais si tu patientes sans agir dans la panique, tu trouveras ensuite le moyen de naviguer plus calmement. Cette pause stratégique permet de passer de la réaction instinctive à l'action réfléchie. Les obstacles nous forcent à sortir de nos routines mentales. Quand tout va bien, nous fonctionnons en pilote automatique. Mais un problème sérieux réveille notre créativité et notre ingéniosité. Les stoïciens comparaient cela à un entraînement militaire. Ce sont les manœuvres difficiles qui préparent vraiment au combat. Ton esprit, comme tes muscles, se développe en étant poussé hors de sa zone de confort. Les échecs apparents cachent parfois des redirections nécessaires. L'histoire regorge d'exemples où un rejet ou un échec a finalement conduit à quelque chose de mieux. Marc Aurèle rappelait que « le chemin est aplani par les obstacles mêmes ». Ce projet avorté, cette porte fermée, peut-être te protège-t-il d'une voie qui ne te convenait pas vraiment, tout en t'orientant vers ta véritable destination. Pratique l'art de la perspective. Ton problème actuel, vu à l'échelle d'une vie, prendra une dimension différente. Les stoïciens utilisaient l'exercice de la vue d'en haut, imaginer sa situation depuis le ciel, comme si on observait toute la terre. Soudain, ce qui semblait énorme paraît plus petit, plus gérable.
Cette technique ne minimise pas ta difficulté, mais t'aide à la relativiser pour mieux l'affronter. Les obstacles partagés perdent la moitié de leur poids. Quand tu traverses une épreuve, cherche ceux qui ont surmonté des challenges similaires. Le stoïcisme enseigne que nous ne sommes jamais les premiers à affronter un type de difficulté. Les récits de résilience humaine, y compris ceux de Marc Aurèle face aux trahisons et guerres, peuvent inspirer des solutions et te rappeler que tout obstacle est surmontable. Transforme chaque revers en rétroaction utile. Au lieu de « pourquoi moi ?», demande-toi « pourquoi cette situation ? Que indique TL ?» Un athlète stoïcien analyserait une défaite pour améliorer son entraînement. De même, ton échec professionnel, relationnel ou personnel contient des informations précieuses sur ce qu'il faut ajuster. Cette approche pragmatique change l'obstacle en outil de progression. Cultive la patience du sculpteur. Un bloc de marbre brut semble d'abord un obstacle à la beauté. Mais le sculpteur y voit progressivement émerger la statue. Les stoïciens parlaient de l'art de vivre. Ta vie est cette matière première, et les obstacles sont les aspérités à travailler patiemment. Ce qui te résiste aujourd'hui contribue peut-être à révéler demain une version plus accomplie de toi-même. Attention au piège de la comparaison sociale. Voir d'autres réussir facilement là où tu struggles peut être décourageant. Mais les stoïciens rappellent que chacun a son parcours invisible. Ce qui semble aisé pour un autre a peut-être exigé des années d'efforts cachés ou correspond simplement à ses talents spécifiques. Ta valeur ne se mesure pas à la facilité apparente de ton chemin, mais à comment tu progresses sur le tien. Les plus grands obstacles deviennent souvent nos meilleures histoires. Remarque comme nous admirons davantage ceux qui ont surmonté des épreuves que ceux qui ont tout eu facile. Dans le futur, ce qui te semble aujourd'hui un fardeau sera probablement le chapitre le plus inspirant de ton récit personnel. Les stoïciens tenaient des journaux précisément pour se rappeler comment les difficultés passées les avaient forgés. Enfin, deviens toi-même un phare pour d'autres navigateurs. Quand tu auras traversé cette tempête, ton expérience pourra guider ceux qui suivent. Le stoïcisme n'est pas une philosophie égoïste, sa sagesse se partage. Comme Sénèque l'écrivait à son jeune ami Lucilius, « Aucun vent n'est favorable pour celui qui ne connaît pas son port ». Tes obstacles surmontés peuvent devenir des balises pour l'humanité tout entière.